Alors déjà, je voulais vous remercier, hein, d'être, présent pour, cette soutenance de thèse, sur le sujet donc transformer la communication et la collecte de fonds des ONG avec les technologies émergentes. Alors, avant de commencer, je vais vous laisser visualiser le début de ma vidéo de teasing pour, poser un peu le sujet. Illustré par le changement climatique. Ce n'est pas de la science-fiction, mais l'avenir du marketing digital des ONG que j'explore dans ma thèse. Alors, de quoi on parle? Au niveau des besoins humanitaires globaux, en 2024, on est sur 363 millions de personnes qui auront besoin d'aide humanitaire, dans le monde. La crise humanitaire, elle touche principalement les pays en développement et les financements humanitaires globaux en 2023, ils représentent 38 milliards de dollars, excusez-moi, et ne couvrent environ que 50 à 60 des besoins identifiés. Au niveau des domaines d'intervention des ONG, on a la sécurité alimentaire, donc environ 828 millions de personnes qui souffrent de la faim chronique dans le monde. Les eaux et assainissement, on est sur 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable gérée de manière sûre. Et la santé, plus de 400 millions de personnes n'ont pas accès aux services de santé essentiels. Au niveau des enjeux environnementaux, les catastrophes naturelles, elles touchent 200 millions de personnes par an. Seulement 3 de la surface de la planète reste intacte en niveau de la qualité écologique et animale. Sur l'année 2022, c'est 4,1 millions d'hectares de forêts primaires qui ont été supprimés. C'est à peu près égal au territoire de la Suisse ou bien à 11 terrains de football par minute. Sur l'ensemble de la couverture forestière, la déforestation elle se chiffre à 22,8 milliards d'hectares. Après, au niveau des océans, on retrouve entre 19 et 23 millions de tonnes de plastique qui arrivent chaque année sur les eaux de la planète. Et en 250 ans, le taux d'acidité de l'océan a augmenté de 30%. Donc on est sur un vrai sujet au niveau donc, des secteurs des ONG. Elles ont énormément donc, de travail et de missions à effectuer au niveau donc, mondial. Donc les ONG font face à des défis variés dans la communication et la collecte de fonds. L'intégration des technologies émergentes pourrait transformer leur stratégie en rendant leur approche plus efficace et c'est là-dessus que je me base au niveau de ma thèse. Donc au niveau donc de mon plan, la revue donc de la littérature, d'abord je vais vous présenter donc, ce que j'ai pu, identifier au sein de la littérature, la méthodologie que j'ai utilisée pour ma recherche, l'analyse critique, les défis et limites, la discussion, suite aux entretiens menés et enfin les recommandations. Alors ma question de recherche est la suivante: comment les ONG peuvent-elles optimiser leur stratégie de communication et de collecte de fonds à l'aide des technologies émergentes afin de maximiser l'engagement du public et l'efficacité de leur campagne? Alors d'abord, qu'est-ce qu'une ONG? Une ONG, c'est une organisation à but non lucratif qui est indépendante, au niveau des gouvernements et des institutions internationales. Sa mission principale, ça va être de travailler pour des causes d'intérêt général, souvent dans des domaines cruciaux. Alors ça peut être de l'aide humanitaire, de droits de l'homme, la protection de l'environnement, le développement social ou encore la santé publique. Ces organisations, elles sont financées par des dons privés, des subventions publiques ou bien encore des fonds internationaux qu'on leur met à disposition. Leur indépendance, leur permet d'agir là où les gouvernements n'ont pas la capacité ou les moyens d'intervenir de manière efficace. Elle joue également un rôle clé, en complétant donc souvent aussi les actions donc des gouvernements, au niveau, des pays, par exemple, au niveau de l'humanitaire, il y a certains pays où les gouvernements vont intervenir, les ONG vont également pouvoir intervenir en complément, de ce qui est déjà fait par les gouvernements. Alors on va passer à la revue de littérature. Donc d'abord, je me suis interrogée sur ce qu'était une technologie émergente. Alors, la technologie émergente a été définie par Émile Louescande. D'après lui, ce sont des innovations qui ont le potentiel de bouleverser nos modes de vie, nos pratiques professionnelles et nos relations sociales. Elles émergent généralement à la suite d'une découverte majeure, que ce soit dans le domaine de l'informatique, de la biotechnique ou encore de la nanotechnologie. Ces technologies, elles ouvrent la voie à de nouveaux marchés souvent et des opportunités commerciales. Et parmi ces technologies, j'ai pu identifier qu'il y avait évidemment l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technologie? La réalité virtuelle, c'est une technologie qui va créer un environnement entièrement numérique, immersif
et qui va être visible grâce à un casque de réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est avec une technologie qui superpose des éléments numériques, donc comme des images, des informations, des objets virtuels, sur le monde réel, grâce soit à un smartphone, une tablette ou bien à des lunettes de réalité augmentée. La réalité mixte, ça va être un mélange des deux, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, où là, on va avoir des objets virtuels qui vont interagir avec le monde réel. Et souvent, avec un casque, on peut du coup utiliser cette technologie. Enfin, l'intelligence artificielle, j'ai trouvé la définition du Parlement européen qui indique que c'est un outil qui est utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Au niveau de la communication et de la collecte de fonds, donc j'ai essayé d'identifier ce qui avait été fait et les objectifs clés. Donc, au niveau de la communication, de la collecte de fonds, c'est un aspect qui est crucial donc pour les ONG et pour mener à bien donc leur mission et avoir du succès dans leurs projets. Donc ça, c'est les objectifs principaux au niveau donc de la communication qui est faite par rapport aux ONG. Donc, il y a sensibiliser, fidéliser et se démarquer. Sensibiliser, en effet, une campagne efficace, elle doit éduquer et sensibiliser le public à la cause qui est soutenue par l'ONG. C'est très important car les ONG, elles touchent les émotions des gens avec des messages percutants et des visuels qui vont rester impactants, mémorables. Donc ça va pouvoir par la suite encourager de nouveaux dons et aussi du bénévolat. Ensuite, il y a, le point de fidélisation. Donc les ONG, elles doivent être transparentes, éthiques, pour maintenir les soutiens des donateurs. On doit savoir, ce qui est fait avec les fonds récoltés. On doit pouvoir voir les résultats et suivre en direct, ce que fait, l'ONG sur son projet et ça va permettre de la soutenir au niveau du long terme. Et enfin, se démarquer. On le sait, hein, notre environnement, il est saturé de sollicitations. Donc les ONG, elles doivent se distinguer par des méthodes, de collecte de fonds et de communication qui soient un peu innovantes, originales. Et le fait d'avoir cette, innovation, ça va rendre la campagne, plus mémorable. Donc on va se souvenir, si vous voulez, des causes que l'ONG va défendre. Alors, au niveau donc de l'analyse des méthodes traditionnelles qui est utilisée actuellement par les ONG, on a la méthode donc, au niveau des communications de communication directe. Donc là, ça va être une communication sans intermédiaire. On va pouvoir directement, parler aux donateurs sans passer, par exemple, par, le numérique, par, du papier. En fait, on va être vraiment, en face à face, on va créer du lien avec, les personnes. Ensuite, il y a les supports imprimés traditionnels qu'on connaît, les brochures, les affiches, tout ce qui va être imprimé qu'on va pouvoir, distribuer, dans les boîtes aux lettres, envoyer. Et enfin, il y a les événements de sensibilisation, donc là, ça va être plus, avec, des galas, des événements qu'on va organiser, qu'on va pouvoir, appeler aux dons en direct, avec soit des donateurs qui existent déjà ou soit proposer à des personnes qui sont susceptibles de donner. Ensuite, au niveau de la collecte de fonds traditionnelle, donc il y a également aussi donc les événements, comme on a vu, les galas. Il y a la vente de produits ou de services. Donc là, on va essayer de faire des revenus en vendant, des produits ou bien des services, en rapport avec la cause en général. Et enfin, il y a les campagnes de dons directs. Alors ces méthodes, elles sont essentielles pour les ONG, mais elles représentent aussi un défi. J'ai pu voir que malheureusement, il y a une baisse d'audience qui est faite, sur les médias traditionnels suite à l'augmentation des médias numériques et ça a réduit donc l'impact, direct des ONG. Donc, on l'a vu, la télévision, la radio maintenant a beaucoup moins de poids, par exemple, que ce qui est fait directement via, le numérique, via les sites web, via les réseaux sociaux. Ensuite, il y a le changement d'habitude de consommation. Les personnes sont souvent passées au streaming et la consommation en ligne et du coup, ça nécessite une adaptation pour les ONG dans leur communication. On ne va plus, donner des tracts, des choses comme ça, on va peut-être essayer de s'intéresser à une pub en streaming, à pouvoir s'implanter, par exemple, sur YouTube, sur des sites internet où il y a du streaming, où on va pouvoir communiquer davantage. Ensuite, il y a la limite de budget. Les ONG, elles ont un budget assez limité au niveau marketing et dans leur communication malheureusement. Donc en fait, elles doivent utiliser des ressources de manière efficace. Ensuite, il y a une compétition accrue. Il y a énormément d'ONG qui existent et entre elles, elles se font une très grande concurrence. Donc il va falloir, un peu, changer ses habitudes pour pouvoir attirer l'attention, des donateurs.
Et enfin, il y a l'impact de la pandémie. Le Covid-19, il a modifié les habitudes de consommation et on l'a vu maintenant, la communication numérique a pris, vraiment le pas sur le reste. Donc il est important pour les ONG de jongler à la fois sur ces méthodes traditionnelles qui leur apportent toujours des bénéfices, mais en même temps aussi, commencer vraiment à s'intéresser au numérique, notamment sur, des sujets qui sont plus innovants comme les technologies émergentes. Au niveau de ma méthodologie, donc j'ai fait une analyse critique de la littérature. Ensuite, j'ai essayé de voir les défis et limites, qu'avaient ces technologies dans, ma problématique. Après, j'ai mené des entretiens avec des professionnels donc, du secteur et enfin, je vais vous proposer 8 recommandations. Donc suite à mes recherches au sein de la littérature, j'ai pu, dégager la conclusion suivante, notamment donc sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ces technologies, donc elles commencent à être, utilisées par des ONG, mais c'est souvent par des très grosses ONG qui ont des très gros moyens. Mais après, ça reste très basique et c'est souvent très rare. Donc les expériences immersives, offrent une nouvelle dimension au niveau de l'engagement du donateur. Les donateurs peuvent être transportés dans un environnement qui sont réalistes et voir directement l'impact, des ONG qui tentent de résoudre. Donc par exemple, on peut, être plongé dans une forêt tropicale avant et après la déforestation, ce qui rend l'enjeu tangible. Donc le donateur va être plus susceptible de donner de suite à la vision de ce qu'il a vu au niveau de la déforestation, il va être plus impacté. Avec la réalité augmentée, on peut imaginer par exemple qu'on puisse voir dans la rue à 360° un bidonville. Vous vous promenez dans votre rue, mais avec la tablette, vous pouvez voir donc votre bidonville, vous voyez à peu près ce qui se passe autour de vous. Pareil, ça va amener peut-être plus facilement, aux dons derrière. Donc ces technologies, elles ont aussi le potentiel d'offrir une expérience personnalisée. Les donateurs, ils peuvent vivre donc des défis quotidiens des communautés bénéficiaires. Notamment, on peut toujours imaginer, oui, pour l'accès potable de l'eau, on peut voir en direct, si, l'eau potable arrive, comment elle arrive, ce qui a été construit et cetera. Donc ces technologies, elles sont vraiment innovantes et elles sont distrayantes pour attirer de nouveaux publics. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va parler peut-être, souvent aux jeunes générations, mais aussi aux technophiles. Au niveau de la collecte de fonds pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, on peut imaginer qu'il va y avoir des galas de charité virtuelle qui vont être mis en place, où on va pouvoir interagir avec des personnes du monde entier, participer à des enchères en ligne. Ça va permettre de réduire les coûts, au niveau de l'organisation, au niveau de, par exemple, de louer une salle, de faire venir le monde et cetera. Donc ça va réduire ce coût-là et ça va augmenter la portée de l'événement en termes de marketing. La réalité augmentée, elle peut aussi générer du buzz et attirer l'attention donc des médias et des influenceurs. C'est quelque chose qui est facilement relayable. Enfin, ces 2 technologies donc qui sont immersives vont permettre une meilleure compréhension, au niveau de ce qui est fait, par les ONG, de leurs projets et pour visualiser l'impact et la contribution en temps réel. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, elles vont, créer un engagement émotionnel, en offrant une transparence et une nouvelle façon d'interagir avec les donateurs. Au niveau de la réalité mixte, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai fait ma recherche, les ONG n'utilisaient pas du tout la réalité mixte, que ça soit petite, moyenne ou grosse ONG. J'avais pas trouvé d'ONG qui utilisait donc cette technologie. Donc ce qui est intéressant avec la réalité mixte, c'est que ça peut permettre de montrer des projets de manière interactive et captivante. Donc ça va ramener une nouvelle dimension supplémentaire à ce qu'on a vu précédemment. On peut imaginer que lors d'une conférence, un intervenant peut utiliser un hologramme pour rendre sa présentation plus vivante et dynamique. Par exemple, nous sommes tous en réunion, je veux vous présenter la construction d'un puits. Je fais apparaître l'hologramme du puits, tout le monde le voit, on peut interagir avec le puits, on peut le modifier, on peut en ajouter, et cetera. On peut également imaginer qu'un avatar, qui représente un bénévole, ou bien un avatar qui représente un bénéficiaire, s'assoit à la table et on puisse échanger tous ensemble. Donc interagir au niveau de la réunion. Il est également donc possible de gamifier l'expérience avec une chasse au trésor, par exemple, dans un lieu réel où les donateurs, vont trouver des objets virtuels et ça va débloquer des informations sur le projet de l'ONG et ça va permettre de créer une dynamique pédagogique. Ensuite, la réalité technique, elle peut transformer, les événements de collecte de fonds en proposant des expériences inédites. Donc par exemple, sur, une lutte de la déforestation, on pourrait organiser un événement en pleine forêt où les participants interagissaient avec les avatars d'espèces animales menacées. Ils pourraient se déplacer dans cet environnement
et voir, les éléments, virtuels. On imaginerait aussi qu'il y a un kiosque, interactif qui pourrait être mis en place afin de, pouvoir récolter les dons et faire de l'engagement immédiat. Donc on le voit, la réalité mixte, elle a 3 avantages majeurs. D'abord, elle a l'interactivité qui est réaliste, en intégrant des éléments virtuels dans un monde réel. Ensuite, elle génère un engagement émotionnel accru, avec des expériences multisensorielles. Et enfin, il y a une grande flexibilité. Elle peut être aussi bien utilisée en conférence, en événement en plein air, en gala ou plus encore. Donc c'est vraiment une technologie qui peut transformer la manière dont les ONG elles communiquent, et elles collectent les fonds, en permettant vraiment une immersion et une déconnexion, à ce qui se fait, normalement. Au niveau de l'intelligence artificielle, donc aujourd'hui, certaines ONG utilisent l'intelligence artificielle, mais pareil, ce sont souvent les grosses ONG, les moyennes et les petites, n'ont pas encore, accès à ce type, de technologie. Et l'utilisation aussi reste assez basique. Alors ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que d'abord, elles permettent de mettre en place des chatbots qui peuvent répondre à des questions des donateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très important parce que les donateurs, parfois, veulent savoir où vont les fonds, comment ils sont utilisés, à quel moment ils sont utilisés. Et ce chatbot va permettre vraiment de répondre immédiatement et pouvoir peut-être déclencher un don immédiat derrière. Ça permet aussi, d'intégrer des assistants virtuels, au niveau du site web pour aider, par exemple, à mieux comprendre le processus de don, à présenter donc le site web ou bien, en présentant les événements qui vont être à venir. Donc notamment, on peut imaginer qu'il va présenter un événement sur la réalité mixte ou, sur la réalité augmentée, une nouvelle application et cetera. Et enfin, l'IA, elle est également utilisée pour analyser les sentiments, des utilisateurs, donc du site web, où là, on va essayer de voir l'interaction qui est faite, au niveau des réseaux sociaux et d'autres canaux, ce qui va permettre de comprendre la perception, des utilisateurs. Après, l'IA, donc voilà, elle peut personnaliser la communication, donc suite à l'analyse des sentiments et elle va envoyer des messages individualisés en fonction de l'intérêt, du comportement de chaque, donateur. Ce qui est intéressant aussi avec l'IA, c'est qu'elle peut prédire quels donateurs sont les plus susceptibles de donner et le montant qu'elles peuvent donner au moment idéal, pour les solliciter. Donc c'est intéressant pourquoi? Parce que ça évite de gaspiller de l'énergie pour pouvoir solliciter les personnes et les mauvaises personnes au mauvais moment. Et enfin les montants, qu'on estime, ça peut aider par exemple pour se projeter sur des nouveaux projets. On n'a pas encore les dons, mais on estime qu'on va avoir tant parce que ces personnes-là ont potentiellement 90 de chances de donner tel montant. Donc ça peut, nous donner une fourchette de prix et nous aider à nous projeter dans de nouveaux projets. Et enfin, grâce à l'approche, du data driven, l'IA peut tester plusieurs stratégies de collecte simultanément, analyser les performances en temps réel et ajuster automatiquement du coup les campagnes pour obtenir donc les meilleurs résultats derrière. Alors, évidemment, ces technologies, elles représentent aussi des défis, pour les ONG et certaines, de taille, qu'on va tenter après plus tard, d'y répondre. Alors, les technologies, donc, tout d'abord, il y a au niveau de la confidentialité des données et des enjeux éthiques, les ONG, elles doivent être, en conformité avec la régulation comme la RGPD, garantir la sécurité des données sensibles, s'assurer qu'elles ne sont pas exposées aux cyberattaques. C'est vraiment indispensable pour instaurer un climat de confiance avec les donateurs et les utilisateurs. S'il y a pas ça, les donateurs sont susceptibles donc d'annuler leurs dons, de ne pas donner, effectivement leurs données, par peur de savoir où est-ce que c'est utilisé, les cyberattaques et cetera. Ensuite, l'algorithme, d'intelligence artificielle, elle peut parfois refléter, des préjugés. Ça peut entraîner du coup de la discrimination. Il est donc crucial de surveiller et d'auditer souvent les algorithmes. En parallèle, la transparence des données, elle doit être mise à jour afin de rassurer donc toutes les parties prenantes autour de ça. Concernant l'impact environnemental, les technologies comme, la réalité virtuelle, la réalité mixte, augmentée ou l'IA, on sait, sont très énergivores. Elles nécessitent des infrastructures très importantes, ce qui augmente l'empreinte carbone, et la quantité du coup de déchets électroniques. Donc ça peut être en contradiction, avec les valeurs de l'ONG. Ensuite, l'intégration des technologies, elle est coûteuse, que ce soit au niveau de l'investissement initial, mais aussi de la maintenance. Et enfin, on a les barrières en termes de compétences. Certaines technologies nécessitent souvent des experts qualifiés que les ONG ont parfois du mal à recruter et ça, c'est dû souvent avec la concurrence avec le secteur privé qui, propose souvent des salaires plus importants avec des meilleures conditions par rapport aux ONG et donc du coup, c'est vraiment un souci pour l'ONG qui souhaite, pouvoir récupérer des experts, au sein de son équipe.
Et il faut également aussi penser à la formation continue des équipes parce que les technologies évoluent énormément et il est important du coup, de former ces équipes et qu'elles soient toujours à jour. Alors au niveau donc de mes entretiens, j'ai effectué donc 4 entretiens. J'aurais voulu en faire plus. Malheureusement, mon sujet était assez de niche, donc c'était assez compliqué déjà de trouver des personnes, à interviewer. De plus, pour des raisons personnelles, ça a été un peu plus compliqué pour moi. J'espère pouvoir, continuer ma thèse après cette soutenance pour pouvoir récolter plus d'entretiens parce que, ça me tient à cœur vraiment de pouvoir, faire, une meilleure, comment dire? Une meilleure analyse, sur le secteur avec des professionnels. J'aimerais vraiment pouvoir, avoir quelque chose de très palpable. Parce que là, 4 entretiens, je c'est bien, j'ai eu plein d'informations, mais je trouve ça un peu léger pour vraiment, confirmer ce que j'ai pu voir dans la littérature. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié, des thèmes qui sont souvent revenus, des thèmes émergents, qui ont été aussi en rapport avec la littérature ou en contradiction. Au final, il s'avère que la plupart du temps, on était en accord avec ce que j'ai retrouvé déjà dans la littérature. Le premier thème, c'était le rôle de la communication dans les projets sociaux et environnementaux. Les interviewés m'ont indiqué que la communication, c'était pas spécialement que de l'information. C'est vraiment quelque chose qui est crucial pour les ONG, qui, est important pour sensibiliser, mobiliser et engager. Et quand je leur ai évoqué donc les technologies émergentes, ils m'ont indiqué que ce type de technologie pouvait modifier complètement la communication et va permettre d'atteindre un public qui serait plus large et diversifié. Chose que parfois ils ont du mal aujourd'hui pour certains et d'autres on commence à utiliser la réalité augmentée et là ils ont pu me dire effectivement qu'ils avaient cette ambition de pouvoir atteindre un public plus large. Le deuxième thème, c'était la stratégie de communication d'engagement. Donc les technologies immersives, donc comme l'ARV, elles permettent de rendre des campagnes plus participatives et interactives, et ça offre une possibilité au public d'interagir non seulement avec des informations fournies, mais aussi avec d'autres participants et bénévoles. J'ai une interviewée qui m'a donné l'exemple du photobooth solidaire, donc qui n'a rien à voir avec ce type de technologie, mais elle m'a dit, enfin, elle a fait un rapprochement en me disant que, l'interaction, avec le photobooth avait permis une collecte de fonds plus importante et elle prenait cet exemple-là, comment dire? Comme si on utilisait la réalité augmentée. Elle me disait que ça pareil, ça allait toucher, l'engagement des personnes avec l'interactivité comme le photo booth. Donc pour elle, c'est vraiment, une technologie qui peut être, mis en place et qui va pouvoir permettre aux ONG d'interagir, avec, les donateurs et pouvoir récolter des dons immédiats. Le troisième thème, c'est les défis pour les projets sociaux et environnementaux. Donc les technologies émergentes, elles offrent des opportunités, mais elles représentent aussi donc des défis. Pour eux, ils ont relevé qu'il y avait une résistance au changement sur certaines ONG et leur public. Il y a des ONG qui sont un peu plus «ancienne école» entre guillemets. Pareil pour leur public. Donc ça va être, une mentalité qui petit à petit, va devoir changer peut-être. Ensuite, il y a les problèmes techniques liés à la compatibilité de dispositifs, notamment avec certaines marques de téléphone. J'ai un interviewé qui m'a fait la remarque en me disant que, lui, il développait donc beaucoup d'applications, de réalité augmentée et que malheureusement certaines marques de téléphone, notamment des marques chinoises, bloquaient les, applications de réalité augmentée. Donc ça du coup, ça fait perdre un certain public, mais on ne pourra pas les toucher avec ce type d'application. Et enfin, il y a certaines campagnes qui dépendent encore largement donc des, méthodes comme le street marketing. Au niveau donc du dernier grand thème, c'est l'aspect financier et les moyens donc mis en place. Le coût de l'implantation des technologies varie selon leur complexité. Certaines technologies qui vont être gratuites peuvent être suffisantes pour des projets donc simples, alors que des outils avancés un peu comme l'intelligence artificielle vont nécessiter, forcément un investissement. Et j'ai donc, des interviewés qui m'ont dit que malgré que cela soit cher, les ONG peuvent souvent s'appuyer avec des partenariats pour obtenir des technologies ou bien, faire appel à des compétences, pour, éviter, de devoir, par exemple, appeler un nouvel expert ou devoir dépenser pour acheter ce type de technologie. Au niveau donc de mes recommandations, je vous propose 8 recommandations. D'abord, il y a la formation donc du personnel. On a vu que c'était crucial que le personnel soit formé aux nouvelles technologies. Hem, Ça serait mieux de recruter des experts externes pour des projets spécifiques, même si cela reste encore très compliqué.
On va peut-être faire plus appel, du coup, à des partenariats avec, par exemple, des universités, où on va peut-être appeler des étudiants, des choses comme ça, qui vont pouvoir nous aider, sur ce type de technologie. Après, il y a le partenariat stratégique. Alors, développer des partenariats avec des entreprises donc spécialisées pour accéder à des technologies qui vont être coûteuses. Cette alliance, ça va être bénéfique pour surmonter du coup tout ce qui va être l'obstacle au niveau financier. On va pouvoir, leur demander, comment dire? Des financements et en parallèle, nous, on va communiquer sur le fait que cette entreprise nous a aidés. Ça va être donc une publicité pour eux au niveau de leur image. Ensuite, il y a l'utilisation éthique et responsable. Donc on l'a vu, la technologie, elle doit être éthique et alignée avec les valeurs de l'ONG. Il est essentiel de respecter les principes de transparence. Ce qu'on propose, ça va être peut-être, au niveau de l'énergie, c'est d'utiliser des énergies renouvelables pour pouvoir utiliser le matériel technologique, pouvoir recycler, par exemple, certains casques, des choses comme ça. Pareil pour ne pas faire une surconsommation. On va, en fait, essayer d'aligner ces valeurs-là en proposant différentes solutions de ce type. Ensuite, il y a la simplicité. C'est revenu beaucoup dans mes interviews, c'est le fait, de créer des projets pilotes avec des projets assez simples pour commencer avec ces technologies. Puis après, peut-être développer derrière si l'ONG, a pu récolter des fonds nécessaires, si l'ONG a les experts et les compétences nécessaires, pouvoir faire des projets un peu plus pointus. Mais ne pas se lancer directement dans un projet qui soit, trop ambitieux, qui va coûter beaucoup d'argent et qui potentiellement ne fonctionnera pas parce qu'on n'aura pas les moyens de pouvoir, revenir, sur, un autre modèle. Après, il y a les solutions d'open source. Utiliser donc l'open source de certains logiciels, en libre service, ça peut aider à réduire les coûts, du coup associés à certaines technologies, notamment sur certains logiciels. C'est une option qui est économique et qui reste efficace. Après, il y a la révision et l'évaluation continue. Alors ça, je voulais pas parler dans ma soutenance, mais il y a effectivement donc dans ma thèse, c'est au niveau donc des KPI. C'est une, part aussi importante, de mes recommandations. C'est de mettre en place des revues régulières de ces KPI, de pouvoir identifier ce qui fonctionne pas. Et ça, de le faire de manière trimestrielle. C'est une évaluation continue qui va permettre d'ajuster, les indicateurs en fonction des retours d'expérience et des nouvelles données. Après, il y a l'alignement stratégique, donc les KPI doivent être alignés avec les objectifs stratégiques de l'ONG. Donc c'est pas on ne met pas des KPI pour mettre des KPI, on doit vraiment trouver ceux qui vont, s'allier à nos stratégies pour pouvoir vraiment identifier les axes les plus importants, où on doit faire une analyse et on doit faire une critique. Et enfin, visualiser donc ces données en utilisant des tableaux de bord interactifs avec des graphiques pour présenter de manière visuelle, pour pouvoir présenter que ce soit à ses équipes, aux parties prenantes. Cela va faciliter l'interprétation des données et aider à une prise de décision éclairée. Voilà, je vous remercie.